À la une ce soir, 20,6% de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté alors que le niveau de vie moyen est en hausse. L'écart entre les différentes classes se creuse au fil des années. L'étude présentée ce matin par l'INSEE sera détaillée en début d'édition. J-1 avant le procès de l'affaire Green Parrot, Alfred Marie-Jeanne, sa fille et son gendre comparaîtront demain si la mobilisation des avocats du barreau de Paris le permet. Des comités de soutien seront mobilisés. La semaine de la persévérance scolaire a été lancée ce matin au lycée professionnel de Trinité. La lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu important. Plusieurs dispositifs sont mis en place pour y parvenir. Et puis, Joseph Pérast est notre invité politique de ce mardi soir. Le maire du Marigot nous parlera entre autres de l'invasion de sargasses dans sa commune. Il nous fera également part de ses ambitions politiques. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Plus 29%, c'est le taux de progression du niveau de vie des Martiniquais en 10 ans. Une bonne nouvelle à accueillir avec mesure puisque ce sont seulement les classes moyennes qui sont concernées par cette croissance. Pour les moins aisés, le niveau de pauvreté a augmenté. Ce sont les résultats des études menées par l'INSEE entre 2001 et 2011. Explication d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Malgré la progression du niveau de vie général des Martiniquais, plus 0,5% en 10 ans, dans le même temps, 15 000 personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté. En 2011, le niveau de vie moyen des Martiniquais s'élevait à 14 820 € par an, soit une progression de 29% en 10 ans. Chez nos voisins guadeloupéens et guyanais, ce même chiffre a augmenté de 40 à 45% sur la même période. Une évolution plus lente chez nous qui s'explique en partie par la crise financière de 2008 et les grèves de 2009. En revanche, les inégalités augmentent. En 2011, 1/5 de la population vivait sous le seuil de pauvreté, soit près de 81 000 Martiniquais contre 66 000 en 2001. Premières concernées, les familles monoparentales. Elles étaient 23 800 en 2011 à vivre avec moins de 600 € par mois. Des disparités qui s'expliquent par plusieurs phénomènes. Le fait de vivre en couple est quand même une protection vis-à-vis de la pauvreté parce que on réalise ce qu'on appelle des économies d'échelle. Lorsqu'on a un logement, il est pour plusieurs. L'une des particularités de la Martinique, c'est que l'alimentation coûte de plus en plus cher. On le voit quand on calcule les indices des prix. Il y a l'accroissement du poids de l'alimentation est de plus en plus important. Et on a vu sur les 10 années étudiées que justement on est passé de 17 à 20% du poids de l'alimentation dans le panier de la ménagère, ce qui est très important. Et le problème, c'est que ça touche les populations les plus pauvres. L'alimentation, première source de dépenses des ménages martiniquais, 20% en 2011, suivi par les transports, 18%, et les frais de logement, 16%. Des postes de dépenses quasi similaires sur l'île Sœur. On n'a pas un appauvrissement aussi important des plus modestes. Par exemple, le budget alimentaire n'est pas le premier budget de consommation des ménages, mais c'est le transport. Les prix alimentaires sont un peu moins élevés en Guadeloupe, et par contre, le coût des transports est plus élevé. Donc en fait, on a toujours le tiercé, je veux dire, des consommations. Il faut se nourrir, il faut se loger, il faut se déplacer. Chez nous, les écarts de niveau de vie se creusent. Les plus riches ont en moyenne des revenus 6 fois supérieurs aux plus pauvres. En bref, une dispute entre voisins au Prêcheur s'est soldée aujourd'hui par 4 blessés à l'arme blanche. Un jeune homme de 16 ans, son grand frère de 23 ans, leur mère de 48 ans et un voisin de 28 ans. C'est le jeune homme de 23 ans qui a été le plus grièvement touché puisqu'il a été héliporté vers le CHU Pierre Zobda Kitman. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes qui ont mené à ce fait divers. Direction Paris, où se prépare le procès de l'affaire dite Green Parrot. Alfred Marie-Jeanne, sa fille Maggie et son compagnon Mark Frampton devront comparaître demain pour des irrégularités dans le financement de la construction d'une école à la Dominique par l'ex-conseil régional de Martinique. Une audience très attendue, mais qui pourrait être perturbée. Les avocats du barreau de Paris menacent de se mettre en grève. Voyez ce reportage d'Éric Dupuis et de Carlo Carboni. C'est dans cette salle du Palais de Justice de Paris que devrait commencer ce mercredi le procès de l'affaire Green Parrot, une 11e chambre de taille plutôt restreinte. Moins d'une trentaine de places seront disponibles pour le public. Arrivés depuis 4 jours dans le froid parisien, Alfred Marie-Jeanne et sa fille Maggie sont au repos à l'hôtel. Ils ont évidemment préparé l'audience avec leurs avocats. Ça va faire 8 ans
qu'Alfred Marie-Jeanne attend ce moment. Ça a été repoussé d'échéance électorale en échéance électorale. Maintenant, il est ici, il a fait 7000 km et il espère vivement être entendu. Comme à Fort-de-France, il y a 2 ans, presque jour pour jour, le président de la collectivité se présentera bien au juge. Mais cette fois-ci, il devrait être moins soutenu autour de lui. Les conditions d'accès au tribunal sont drastiques. Vous savez, quand un homme est innocent, il peut venir seul devant ses juges, les regarder dans les yeux, leur dire « je suis innocent ». Ce qui compte, c'est que l'accusation tienne. Or là, elle ne tient pas, elle ne tient sur rien du tout. Pourtant, le comité de soutien s'est rendu à Paris en fin de semaine dernière pour tenter de mobiliser les foules. C'est vrai que là, on est sur un terrain beaucoup plus sensible, puisque mobiliser des Antillais sur Paris reste, si on n'a pas un gros réseau, reste assez compliqué. Si on n'a pas des médias locaux qui vont nous suivre, ça reste assez compliqué. Reste à savoir si l'audience sera maintenue demain matin à 9 h et quelle sera la mobilisation autour de ce procès hors norme qui s'étale sur 10 jours. Place à notre invité politique de ce mardi soir. Depuis quelques semaines, la plage de sa commune est malheureusement envahie par les sargasses. Une commune dans le nord qui s'appelle le Marigot. Joseph Perrast est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices d'ATV. Bonsoir le Marigot et la Martinique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour rebondir sur le sujet qui vient juste d'être diffusé, est-ce que selon vous, Alfred Marie-Jeanne est un justiciable comme les autres? Est-ce qu'il peut aller à ce procès comme les autres? Bien oui, il peut être un justiciable comme les autres, seulement je dis simplement que c'est un monsieur qui mérite du respect, qui mérite de l'admiration, car c'est un politique comme moi, peu importe son bord politique, mais c'est un monsieur qui a donné sa vie à la Martinique, et je crois qu'à ce niveau, on tiendra compte de cet aspect. Mais il est injusticiable comme tout le monde, tout politique aussi. Alors s'il venait à être condamné, quelles seraient les conséquences pour la vie politique locale? Alors ça, je n'ose pas y penser, dans la mesure où je me dis que je ne crois pas qu'il sera condamné. Simplement, je préfère penser que je ne pense pas, je ne crois pas, puisque je crois que c'est un homme qui a laissé, comme tout Martiniquais, parler son cœur. Puisque vous savez, les Martiniquais, quand une île à côté souffre de quelque chose, nous nous empressons toujours, au risque peut-être de commettre une erreur. Et je pense que c'est plutôt le cas. Donc, voilà. Alors, vous-même, vous étiez membre de l'Alliance qui s'était formée il y a une époque, on appelait ça le G20. Est-ce que vous et les autres membres commencez déjà à réfléchir aux prochaines échéances? Alors, peut-être qu'il y a une étape que vous avez dû louper certainement, parce que j'ai été effectivement à 2 séances, je le dis toujours, 2 séances de réunion, 2 réunions avec le groupe, et à partir de la 2e réunion, j'avais pris la décision de ne pas y aller, puisque je m'étais rendu compte que le groupe allait droit au mur. Je l'avais dit à travers un quotidien martiniquais, et je crois que j'avais raison. Donc, mais du coup, quelle est votre position pour les prochaines échéances? Ah non, mais pour le moment, je ne suis pas encore intéressé. Je sais qu'à travers un média qui serait peut-être très proche du vote, j'ai été interviewé par un journaliste qui me posait la question en me disant « Joseph Perrast, si tout le monde vous propose pour la CTM, est-ce que vous seriez candidat ?» Je dis « Ah mais oui, tout le monde me propose, ça veut dire que j'ai déjà gagné, donc je ne peux pas refuser ça à la population. » Mais est-ce que vous y pensez le matin en vous rasant, comme dirait l'autre? Non, pour être sérieux, non, je n'y pense pas. Je pense effectivement travailler pour mon pays. Je pense certainement m'intégrer dans une équipe qui va se lancer pour la direction de cette nouvelle CTM, mais de là avoir l'ambition d'être le chef ou quelque chose du genre, non. Je pense simplement m'associer à des gens, des hommes, des femmes. Alors justement, certains candidats se sont déjà positionnés. Est-ce qu'il y en a qui se détachent plus les uns que les autres pour vous? Ben pour le moment, il n'y en a pas qui se soient positionnés. Bruno Nestor-Azero a déjà dit que, en tout cas, si les prochaines échéances, il se présente. Alfred Marie-Jeanne également. Alfred Marie-Jeanne, oui. Monsieur Letchimi, oui. Je pense que dans l'esprit de chacun... Bruno Nestor-Azero aussi s'est positionné. Peut-être, mais à moi, il ne me l'a pas encore dit, puisque nous sommes quand même hommes du Nord. J'ai été président de son comité de soutien, d'ailleurs en tant que député.
Mais pour la CTM, c'est autre chose. Donc, il faut que moi aussi, je prenne mon temps de la réflexion et puis aussi accompagner une équipe que je sens qui pourra vraiment, vraiment développer la Martinique, parce que la Martinique a besoin de sortir de son marasme. Et la Martinique a besoin d'hommes compétents, sérieux. Mais du coup, parmi les deux que nous avons cités, Serge Letchimy et Alfred Marie-Jeanne, il y en a un sur lequel vous vous positionnez plus ou moins? Je pense que pour M. Letchimy, ça a été le cas pour moi aux dernières élections, mais on évolue, les choses changent. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore appris son programme, je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre pour la prochaine CTM, et puis savoir aussi avec qui on va s'associer, avec qui on va travailler. Donc tout cela est important. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de choix. Alors, parlons maintenant d'un problème qui touche très régulièrement votre commune. Il s'agit de l'invasion de sargasses. La préfecture annonçait le 8 mars dernier débloquer 500 000 € pour aider à maîtriser le phénomène. Comment cela se traduit? Est-ce que vous voyez déjà l'aide apportée par la préfecture? Ah si, d'ailleurs, cette aide qu'a signalé, qu'a revendiqué d'ailleurs monsieur le préfet, c'est très bienvenu pour nous, les quelques 4 ou 5 communes qui sont concernées. Le problème qui se pose, c'est que nous avons pensé que 500 000 €, ce sera un peu juste, un peu limite. Mais enfin, débloquer la situation immédiatement, c'est formidable. Tous les maires, nous nous sommes mis à l'œuvre parce qu'il fallait que très tôt aussi, nous puissions remettre des plans, des devis, pour que très vite nous puissions répondre. Parce que vous savez, entre la décision et la réception du matériel, il faut un délai de 3 mois au moins. D'accord, c'est pour ça, parce qu'on a l'impression qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'évolution de la situation. Parce que ce matériel, nous ne l'avons pas en Martinique. Nous avons, c'est vrai, des sociétés, des entreprises qui nous ont présenté du matériel, mais nous n'avons pas de matériel existant pour le moment. Donc, les maires, très vite, nous nous sommes attelés, nous nous sommes concertés et nous avons présenté au préfet, via le sous-préfet, des dossiers afin que très rapidement on puisse débloquer la situation. Mais le problème, il est là. Donc les commandes sont passées et maintenant il reste à réceptionner le matériel, c'est ça? Non, les commandes sont en train d'être déjà repérées, c'est-à-dire chercher les entreprises métropolitaines qui fournissent le type de matériel qu'on pourrait avoir besoin, parce qu'il faut savoir aussi que pour toutes les communes, ce sera un matériel différent à chaque fois. Par exemple, à moi, au Marigot, je n'ai pas de plage de sable, je n'ai que de l'enrochement. Donc, et puis j'ai un plan d'eau. Donc l'appareil qui devra fonctionner là ne pourra pas être utilisé au Robert ou au François, par exemple. Donc cela demandait quand même une certaine coordination. Et puis nous remettons, j'ai remis déjà d'ailleurs à monsieur le sous-préfet de la Trinité, et qui va transférer au préfet, et tout de suite, eux, ils mettront en route. Par contre, nous passons commande des machines une fois que nous avons les accords de l'État. Très bien. Donc, le calendrier qui va se mettre en place, c'est à peu près à quelle échéance? Dans combien de temps on verra les machines arriver? Il faut compter à peu près 3 ou 4 mois. Très bien. Ah oui, mais entre-temps, nous travaillons avec nos moyens du bord, puisque nous sommes habitués. Déjà pour le Marigot, ça me fait 4 ans quand même que nous recevons les sargasses. Donc nous sommes habitués. Là, par exemple, j'ai passé un contrat avec une entreprise d'insertion. Donc ça permet aussi l'insertion des jeunes, donc une dizaine de jeunes qui travaillent depuis 3 mois, mais avec les mains, parce qu'il faut que les sargasses soient ramassées dans les roches, ce qui n'est pas le cas pour le Robert, pour le François et pour Sainte-Marie. Vous voyez? Donc, on essaye de se débrouiller pour le moment, nous sommes habitués, donc très tôt nous mettons en place nos stratégies, mais qui quand même peinent à donner de bons et de vrais résultats. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis bon courage avec les sargasses et aux riverains, à tous les habitants du Marigot. Merci à vous. Merci. Et nous poursuivons avec l'actualité sociale qui risque de se compliquer les prochains jours. La FSU, qui se calque au plan national, appelle ce jeudi à une mobilisation générale dans la fonction publique. Voyez les précisions du secrétaire général de la FSU qui s'exprime face à la caméra de Sandrine Claude. Nous sommes actuellement dans une production de démantèlement de la fonction publique. Alors au niveau des personnels, nous avons les salaires qui sont gelés depuis l'arrivée du président Macron. Nous avons aussi un autre coût, la CSG a été augmentée, donc nous n'avons pas de compensation et les
fonctionnaires ont actuellement beaucoup de pertes de salaire. Et nous avons aussi au niveau de la Martinique, au niveau de l'éducation, des revendications. On se rappelle qu'il y a des suppressions de postes dans l'académie, 57 postes dans le second degré. Donc nous demandons l'arrêt des suppressions de postes pour que nous ayons un service public de qualité en Martinique. Il faudra sûrement prévoir des perturbations au niveau des établissements, dans les cantines, parce que les agents, si je rappelle, c'est de la fonction publique. Ce sont toutes les fonctions publiques qui sont en grève, hein, je rappelle, fonction publique territoriale, d'État et hospitalière. Et notez que toujours en référence à l'appel à la mobilisation de ce jeudi, les maires de Fort-de-France, les mairies de Fort-de-France, François et du COS annoncent déjà qu'il y aura de fortes perturbations dans les services municipaux, les écoles, les cantines et les crèches. Les parents sont donc priés de prendre leurs dispositions. Et c'est dans ce contexte qu'est organisée la semaine de la persévérance scolaire. Le coup d'envoi a été lancé ce matin au lycée professionnel France Fanon à Trinité. La lutte contre les décrochages scolaires est un enjeu important et plusieurs dispositifs sont mis en place pour y parvenir. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Depuis que je suis au micro-lycée, je suis à Sagy, je suis mes cours. Après un parcours scolaire difficile, Justin est aujourd'hui sur la bonne voie. L'an dernier, il a intégré le micro-lycée de Trinité, un dispositif qui accueille des élèves qui souhaitent renouer avec l'école. Au niveau de la troisième, j'ai commencé à chuter. J'ai commencé à ne pas suivre mes cours, à commencer à faire du bordel. Et bon, j'ai pas eu d'affectation, donc j'étais obligé d'aller au CIO pour venir m'inscrire ici, pour avoir une classe, pour essayer d'avoir une année scolaire au moins. Plus qu'une deuxième chance, pour les élèves, le dispositif présente plusieurs avantages. On n'est pas beaucoup dans la classe, on fait des sorties, des trucs du genre, c'est facile à s'y mettre. Le concept porte aussi ses fruits sur le long terme. Guillaume en est un bel exemple, il est passé il y a 3 ans par le micro-lycée. J'ai fait une première année de CAP, de cela j'ai pu avoir un diplôme, un partenariat avec la gendarmerie et l'FPR. Ça n'a pas été facile au début, même si le chemin est difficile, mais il faut tenir, il faut avoir la volonté de réussir. Un travail de remotivation auquel toute une communauté pédagogique s'attelle au quotidien. Nous ne leur proposons pas que du français, de l'anglais, etc. Ils vont vers des activités culturelles, ils ont des coachs, ils ont des personnes qui permettent de travailler sur la motivation. Outre les mesures actuellement déployées, pour l'académie, la priorité est d'éviter qu'un élève en arrive à décrocher. Pour ne pas avoir de décrocheurs, il faut en fait faire de la veille et de la prévention dès le collège ou au lycée professionnel ou au lycée, dès qu'il y a des signes avant-coureurs de décrochage. En Martinique, la lutte contre le décrochage scolaire fait ses preuves. De 3000 élèves concernés en 2011, on en recense aujourd'hui un peu moins de 900. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la crise sociale qui avait frappé la Guyane l'année dernière. Erika Barrett, ministre de l'Outre-mer de l'époque, est revenue avec nous sur cette période très agitée. Et puis Hubert Bornil nous présentera la nouvelle exposition de Mounia baptisée Bonheur de son. Je vous le disais, voilà maintenant 1 an que la Guyane se soulevait pour protester contre de nombreuses inégalités. Parmi les acteurs principaux des débats, la ministre de l'Outre-mer de l'époque, qui était Erika Barrett. Souvenez-vous, elle avait marqué l'opinion en commençant les discussions avec des excuses au nom du gouvernement. Aujourd'hui, elle est redevenue députée et a accepté de revenir sur l'une des expériences les plus marquantes de sa carrière. Reportage de Solène Boissy. Erika Barrett a retrouvé son bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'une des rares anciennes ministres des gouvernements Hollande à avoir été réélue. Et pour ce 2e mandat, elle a quitté la commission des affaires économiques pour celle des affaires sociales. Je pense que sur ce mandat, c'est essentiel de le faire. C'est dans la continuité du premier travail et c'est en cohérence. Ça fait vraiment l'action cohérente. Développement économique, développement humain, il faut que les deux se rencontrent. De retour sur son fauteuil de députée, la réunionnaise de 50 ans utilise l'expérience de ses 8 mois en tant que ministre, durant lesquels le conflit en Guyane aura été le point d'orgue de sa mission. C'est moi qui suis là, à ce moment-là de l'histoire, et c'est à moi
qu'on demande de régler ce que les autres n'ont pas pu le faire au niveau national comme au niveau local d'ailleurs. Le moment le plus fort à Cayenne pour l'ultramarine, c'est évidemment les excuses au nom de la République. C'est ce qui s'est passé dans la salle qui est le moment le plus intense. Parce que lorsque j'ai décidé de le faire, et puis il y a eu une expression d'affection en face alors que j'avais pendant tout ce temps eu beaucoup de colère et en face j'ai eu un moment d'affection et ça nous a permis peut-être de connecter pour pouvoir travailler après. Une responsabilité qu'elle a prise seule car Erika Baridge l'assure, si elle devait donner les éléments de langage formulés par son cabinet, elle a souhaité tout au long des négociations donner le maximum de sa personne. Je l'ai vécu pleinement dans cette fonction institutionnelle, mais je crois que j'ai voulu vraiment garder aussi un minuscule espace de liberté. Un an après, la réunionnaise n'est pas dans la majorité. Elle critique le gouvernement qui n'a pas remis en cause l'accord issu des négociations, mais à ce jour n'a toujours pas inscrit de ligne budgétaire pour le financement des mesures annoncées. Bien sûr, je ne regrette mais vraiment rien du tout. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir vécu avec les Guyanais ce moment-là. Vraiment. Nous continuons à parler de la Guyane avec une nouvelle monnaie locale qui est désormais accessible sur le territoire. Elle s'appelle le couac et elle rejoint officiellement les 13 000 monnaies alternatives déjà en circulation dans le monde entier. Reportage d'Aïeudélie Germain. La tortue-lutte qui pond ses œufs sur les plages de Guyane, l'histoire, la richesse de sa culture et son or représenté sur les 5 valeurs faciales de ses tout premiers couacs. Nicolas Quillot est le graphiste qui a réalisé ces dessins. On a voulu vraiment jouer sur l'analogie entre le couac, donc le mot du billet couac, et la farine, le couac, les grains de couac. Donc on a voulu accentuer cette analogie par clin d'œil, par amour aussi, en jouant avec l'or, montrer un objet qui est très peu coûteux, qui est beaucoup produit en Guyane, le couac, et l'or qui est le symbole de la richesse guyanaise. Le concepteur est catégorique, ces billets sont à l'épreuve des faussaires. C'est un billet qui est ultra sécurisé, notamment par 2 points. On a ici un léger filet technique, en fait, un filet de sécurisation. Les commerçants qui sont tous équipés d'un détecteur de faux billets, une lampe bleue, une lampe à UV, verront apparaître des légers traits comme des petits couacs, des petits traits comme ça qui montrent que le billet est vraiment unique. Donc c'est une technique d'impression qui est assez poussée. Donc on souhaite bon courage aux éventuels prétendants à la falsification. Ça va être très dur à falsifier, ils sont très sécurisés. Le couac est une monnaie locale, complémentaire et citoyenne. Elle ne vient pas en remplacement de l'euro. C'est en plus de l'euro, on peut utiliser cette monnaie-là aussi. Sur le territoire qui est défini. D'accord ? Donc c'est-à-dire que là par exemple on a des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 couacs, donc on a 5 billets, mais en admettant que voilà, vous ayez un billet de 10 couacs, mais que ce que vous achetez coûte 9,50 € et que le commerçant accepte les couacs bien sûr, vous allez lui donner ce billet de 10 couacs, mais pour vous rendre la monnaie, il n'aura pas le choix que de vous la rendre en euros. Dans cette phase de lancement, 30 000 couacs seront mis en circulation auprès des 200 partenaires, entreprises, associations et particuliers membres de l'association Couac la Guyane. Le but affiché, renforcer l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'idée, c'est aussi d'aller dans le sens de la valorisation des productions locales, des savoir-faire locaux. Donc c'est aussi bien pour des biens et des services qu'on peut utiliser cette monnaie, et aussi pour renforcer l'économie circulaire et les circuits courts de production et de distribution, voilà, et de recyclage. Voilà. Donc c'est une consommation qui est plus responsable d'un point de vue environnemental. Le couac guyanais rejoint la 50aine de monnaies locales qui existent en France, telles que l'éole à Brest, la gabar à Tours ou l'élève à Chambéry, avec la particularité d'être la première monnaie locale complémentaire d'envergure régionale. Allez, nous revenons en Martinique et nous passons tout de suite à notre JT des communes.
Le Carbet est en deuil aujourd'hui. Franco Bélizer, patron du Beach Grill, est décédé ce matin à l'âge de 45 ans. Son restaurant était devenu au fil des années une adresse incontournable dans le Nord Caraïbe. Un établissement qui avait d'ailleurs été touché par le passage de l'ouragan Maria chez nous, mais il avait réussi à le remettre sur pied. Sa disparition provoque un fort émoi dans la commune du Carbet. Franco Bélizer avait largement contribué à la redynamisation de la commune. Bonheur de son, c'est le titre de l'exposition de Mounia, visible jusqu'au 15 avril prochain au Tropicatrium. L'artiste multifacette présente son travail qui allie peinture, couleur et musique. Hubert Bornil et Valérie Vincent sont allés à sa rencontre. Regardez. Un sentiment de grandeur, une sorte de force vous envahit lorsque vous entrez dans cette galerie, déjà en apercevant les breakfasts, comme Mounia les appelle, ces sortes de traits d'antan, mais alors à sa façon. Et puis on sent que c'est une femme qui prend la toile avec force, vibration, la toile, les couleurs, le son, et ça donne tout ça. Mounia, de la sensibilité à fleur de peau. L'artiste ne se refuse rien. Une femme hors convention, comme elle se plaît à le dire, dont la peinture exprime la vie, la musique. Le son est partout sur ses toiles. Lorsqu'on écoute un son, on a du bonheur. Et dans ce bonheur et dans cette écoute, on a des couleurs. C'est cette forme de... On est dans l'abstrait. On est dans l'abstrait, tout à fait. Et quelquefois, je mélange un peu abstrait figuratif, quelquefois. Couleurs vives, incrustations de toiles de jute, de carton ou d'éléments végétaux, autant d'éléments qui évoquent la sensibilité de la femme. Mais moi-même, à quel moment on a fait cette coteau quand on a inspiration? Oh, curieux, hein? Eh bien, j'ai l'inspiration, mon inspiration, l'ennui. Moi, qu'à peine. Lever l'ennui. Oui, moi, en inspiration comme ça, eh bien, moi, qu'à lever l'ennui et moi, mes peines la nuit. Moi, qu'attendre le bruitage la nuit, moi, qu'attendre. J'entends tout ce mélange de sons. Est-ce que c'est un monde mystique? Ah, je pense que moi, qu'à penser que moi, assez mystique, oui. Moi, qu'à croire en Dieu, moi, qu'à croire en une divinité qui en l'est nous, là, et qui a barre fausse en la vie. Tantôt musicienne, tantôt peintre. C'est toujours la Mounia, profondément ancrée dans son univers caribéen. Bonheur de son, une exposition de Mounia qui ne cesse de nous surprendre. C'est visible jusqu'au 15 avril à la galerie André Arseneck. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre-Zobda-Ketman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque, pays. À tout de suite.